Les manifestations des populations des villes de Goma et Butembo au Nord Kivu contre la présence de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo MONUSCO ont causé non seulement des pertes en vies humaines, mais aussi celles des denrées alimentaires telles que les sacs de riz, les bidons d'huile ainsi que des panneaux solaires. Les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kazim Diagne, a au cours d'un briefing de presse organisé par les ministres de la Communication et Médias mardi 26 juillet 2022 à Kinshasa, condamné ces actes dont la plupart n'ont permis à résoudre aucun problème selon lui. Ce qu'on a vu hier, escalader des murs, aller s'accrocher aux entrepôts, sortir des sacs de riz, traîner des bidons d'huile, prendre des panneaux solaires, c'est des pilleurs, mon ami. Et ce sont ces gens-là sur lesquels je pense qu'avec le ministre, on est d'accord qu'il faudrait les arrêter, qu'il faudrait que les responsables, et je remercie vraiment le ministre pour son tweet hier, parce qu'il faut que ces responsables soient traduits en justice. Patrick Mouyaya a rassuré aux uns aux autres les retours au calme. Il a vite demandé à la population de laisser au gouvernement l'analyse et la décision sur une nouvelle ligne de contrat entre cette organisation américaine et la RDC. Je rappelle et je réitère l'appel au calme qui a été lancé par le gouvernement parce que nous pensons que la violence n'est pas la réponse. Nous avons tenu aussi à exprimer notre solidarité, notre compassion pour les victimes congolaises qui sont décédées malheureusement durant ces événements, mais aussi pour les les 3 casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. À ces jours, la tension demeure et la population reste catégorique sur la décision de voir les militaires de l'ONU quitter le territoire national de la RDC, plus particulièrement au nord et au sud Kivu. Les lancements de appels d'offres de 27 blocs pétroliers et de 3 gaziers du lac Kivu est prévu pour ces 28 et 29 juillet de l'année en cours. Cette annonce a été faite par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, lors d'une conférence de presse tenue le mardi 26 juillet à Kinshasa. Dans une note publiée le 25 juillet 2022 à Goma, plusieurs organisations partenaires de l'État congolais dans le secteur de l'environnement et gouvernance responsable ont présenté leur position contre cette vente aux enchères de blocs pétroliers et gaziers par le gouvernement de la RDC. Selon la note, cette note est une décision d'extrême dangerosité sur l'avenir des aires protégées et la justice climatique, du respect de lois, de la République et de droits légitimes des citoyens. L'article 74 de la loi sur la conservation de la nature, il est à considérer que l'exploitation des hydrocarbures dans les aires protégées, c'est hautement illégal, c'est express verbis dans nos lois de la République et donc la vente aux enchères devrait déjà tenir compte de cette expression-là. Mais sur le plan aussi, au-delà de la légalité, la question de la légitimité même, comme vous le savez, ici au Nord Kivu par exemple, la question foncière, c'est une question très fondamentale qui a coulé beaucoup d'encre et de salive. Et donc, le fait qu'on veut encore une fois donner les concessions, on devrait privilégier d'abord les intérêts de la population. Pour ces organisations, dans le contexte du Nord Kivu, il est difficile de vendre le bloc 4 et 5 qui couvrent de villages entiers et champs de population afin de délocaliser les communautés locales sur leurs terres légalement et naturellement reconnues. Si on exploitait dans les blocs 5, 3 et même 4, ça va empiéter non seulement les parcs, qui dans ces parcs, il y a le lac Édouard qui constitue presque les moyens de subsistance pour des milliers et des milliers de communautés locales, mais aussi cette population qui vit de l'agriculture, qui vit des activités orientées sur les ressources foncières, sur la terre. Sûrement que cette population sera appelée à être délocalisée contre leur gré et cette délocalisation va constituer des pertes non seulement en moyens de subsistance mais aussi en termes d'habitat et ce qui constitue en quelque sorte la privation même des ressources, des moyens de subsistance pour les communautés locales au profit des multinationales. Ces organisations émettrices de cette note dans la solidarité pour la réflexion de l'appui au développement communautaire, SORADEC,
l'innovation pour le développement et la protection de l'environnement UDPE, l'Alliance congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme ACDH, ainsi que la synergie de jeunes pour le développement et les droits humains SJDDH, ont recommandé au gouvernement de stopper ces processus de vente aux enchères et tourner la page aux investissements fossiles, d'épargner le parc national de Virunga ou Pemba et autres aires protégées ayant le statut de réserve intégrale dans cette campagne de vente et de promouvoir l'économie verte pour ainsi aider le pays à remplir valablement son rôle de pays solution aux conséquences des réchauffements de la planète. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER et l'activité de soutien aux forêts et à la biodiversité de l'USAID FABS ont signé un protocole d'accord mardi 26 juillet 2022 à Kinshasa. Ceci dans le but de protéger les forêts du bassin du Congo et soutenir la participation du secteur privé et des organisations non gouvernementales en facilitant et en accélérant l'accès aux solutions et alternatives au charbon de bois. L'objectif de notre partenariat avec l'ANSER, c'est de travailler ensemble pour trouver et promouvoir des solutions au niveau de l'utilisation du charbon de bois. C'est un problème énorme dans le pays, surtout avec la consommation dans les endroits urbains, oui, et périurbains. Donc, par exemple, ici à Kinshasa, il y a 18 millions de tonnes de charbon de bois qui est utilisé chaque année. On doit vraiment travailler ensemble pour chercher des solutions. Le protocole d'accord signé ce jour par ANSER pour le Fonds Mwinda et FABS vise d'une part à contribuer à la résorption progressive du déficit énergétique structurel qui affecte les zones rurales et périurbains en République démocratique du Congo. Ce partenariat est très important parce que la République démocratique du Congo s'est engagée à réduire de plus ou moins 50% la déforestation. Et les États-Unis, dans la dernière COP, se sont engagés à soutenir les pays du bassin du Congo, à protéger les forêts. Alors, ce partenariat met l'accent sur la partie privée, le secteur privé. Et nous pensons que jusque-là, la conservation de la nature au Congo concernait surtout les ONG. Et c'est pour ça qu'il y avait un manque de durabilité dans le temps, mais en impliquant le secteur privé et en faisant de la protection de la nature une activité lucrative, cela va permettre à plus de gens d'adopter des comportements responsables et de s'engager dans cette filière. Et d'autre part, à limiter la pression pour la forêt en trouvant des voies et moyens pour couvrir les besoins de communautés en énergie. Nous, en tant qu'association, nous voulons que les solutions développées par les membres puissent accéder aux populations. Et par cette ambition, nous travaillons beaucoup avec le gouvernement, travaillons beaucoup avec des agences de développement pour qu'il y ait des subventions, par exemple. Tel est le cas actuellement avec USAID, dans le cadre du partenariat avec ANSER. Il a été mis un certain montant qui va permettre de subventionner les solutions actuellement développées pour toujours les rendre beaucoup moins chères afin d'accéder au maximum de populations. Ceci dans le souci de soutenir la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement des États-Unis et de la RDC afin d'améliorer l'accessibilité à l'énergie domestique pour tous les Congolais, tout en réduisant la perte des forêts et les émissions de gaz à effet de serre. D'où la mise en place de quelques solutions innovantes. Étant donné que nous avons commencé dans la province du Congo central, autour de la relique de la réserve des Luki, et Amar s'est engagé à identifier d'abord les producteurs de Makala. Ils vont toujours continuer. Et alors, pour les aider, nous croyons qu'il faudrait chercher des solutions alternatives. Nous avons fabriqué ces Makala bio, c'est du biochar. La différence est que ça s'est fait à base de résidus agricoles. Épis de maïs, coques d'arachide, sciure de bois. Nous sommes venus présenter une innovation pouvant permettre la réduction de la consommation de bois et énergie dans les environs de Kinshasa. Cette activité sera réalisée dans les plateaux de Bateke avec les mamans
Nous allons procéder d'abord par la sensibilisation pour qu'ils procèdent au ramassage des déchets ménagers. Notre foyer consomme moins de braise. Notre brasero a un cœur céramique fait à base d'argile qui capte de la chaleur. Et cette chaleur-là qui permet à ce qu'il ne puisse pas avoir consommation de la braise. Il y a cuisson des aliments. Voilà. Et puis notre foyer n'émet pas de fumée toxique. Et il est propre parce que la cendre ne se dissipe pas. Notons qu'après un appel à proposition, FAPS a reçu 245 soumissions de projets en cours d'examen technique avant la sélection de certaines solutions plus innovantes proposées. Pour sa part, Anser, à travers le fonds Mwinda, va contribuer au financement des autres projets. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a présidé la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC lundi 25 juillet 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement CESG avait comme objectif de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires, entre autres visées à élever le niveau de vie de population de l'Afrique centrale. Tous ensemble, déterminés et engagés à matérialiser la vision de l'autonomie collective de la CEAC, avec comme priorité élever le niveau de vie des populations de l'Afrique centrale. Cette 21e session se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité, la persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda. La CEAC étant un organe suprême de prise de décision, son objectif général est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Il est certain que si des efforts mutuels ne sont pas conjugués en vue de les stopper, je suis plus que convaincu que nous ne saurons pas être capables de répondre aux aspirations profondes de nos peuples respectifs. C'est pourquoi la conférence étant un organe suprême de prise des décisions et de définition des politiques de la communauté économique des États d'Afrique centrale, cette 21e session ordinaire s'est donnée pour objectif général de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre des politiques ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Et pour y parvenir, des objectifs spécifiques ont été définis par la commission de la CEAC. Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de ces assises, à côté desquels le Conseil des ministres a formulé quelques recommandations, entre autres l'arrimage des textes de la Force multinationale de l'Afrique centrale FOMAC et de la structure de l'état-major régional EMR, ainsi que la réorganisation du cadre institutionnel de la CEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques approuvées par cette conférence. Pour rappel, ce sommet se tient 7 mois après que le 20e se soit tenu à Kintele au Congo-Brazzaville, où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris le flambeau des mains de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Notons par ailleurs que la CEAC a été créée en 1983 et compte 11 pays membres, à savoir la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Cameroun, Sao Tomé-Principe, le Gabon et le Tchad. L'Agence congolaise de l'environnement a validé avec amendement les projets de construction de la centrale hydroélectrique de Kinsoka. Les travaux de ces assises ont eu lieu le lundi 25 juillet à Kinshasa.
Les travaux de recherche ont permis jusqu'à ce jour d'analyser la configuration du terrain. Les résultats de l'étude ont prouvé que les milliers peuvent bien recevoir les projets. Néanmoins, son implantation nécessitera l'expropriation de la population habitant cette île et leur relocalisation vers une autre aire de manière à leur permettre de continuer à réaliser leurs activités habituelles. C'est une validation à l'externe qui met à contribution les experts externes en dehors de ceux de l'agence. Pourquoi? Parce que nous voudrions recueillir plus de remarques, plus de contributions de la part du corps scientifique invité pour que finalement l'étude de ce projet soit améliorée. Ici, il est question de pouvoir évaluer l'impact et risque environnemental et social du projet. Et cela est cadré dans un outil de sauvegarde appelé étude d'impact environnemental et social, qui du moins, au regard de la catégorie de ce projet, c'est une étude d'impact détaillée. C'est la société Great Lake Energy qui compte construire cette centrale hydroélectrique. À en croire les initiateurs, le projet va contribuer à la résolution des problèmes de disponibilité d'énergie électrique dans les pays et à l'électrification des villes telles que Kinshasa et en option les villes de Mbuji-Mayi et de Kananga. Le projet prévoit un aménagement pour la production de l'énergie électrique, une capacité de 300 MW. Peut-être avec le temps, on peut même extrapoler ça. Le cascade de Kinshasa présente une configuration meilleure pour la production de l'énergie électrique. C'est une centrale qui sera au fil de l'eau. Nous allons profiter de ces cascades-là, de ces courants d'eau pour la production. Alors, en tant qu'environnementaliste, il fallait faire les analyses par rapport aux activités du projet et les conséquences qui peuvent survenir sur l'environnement. Nous avons constaté que ces milliards seraient bienvenus pour recevoir le projet. Il n'y a pas de conséquences extrêmes qui peuvent faire en sorte que ces projets-là soient écartés. Il faut que la structure puisse s'organiser afin de les indemniser dans des normes appropriées. La centrale hydroélectrique de Kinshasa pourrait donc avoir une puissance installée 2 fois supérieure à celle du barrage hydroélectrique Inga 1. Le consultant va devoir être mis à contribution encore une fois de plus pour intégration de commentaires et recommandations lui formulées ensemble avec son promoteur pour que l'étude soit améliorée. Une fois améliorée à leur niveau, cela va être resoumis encore à la validation pour un temps et ce n'est que lorsque ce dossier est jugé satisfaisant au vu et au su de remarques relevées au niveau de son instruction que certification pourrait être octroyée au promoteur. Le bureau Power Management Consulting va prendre en charge les avis des experts émis lors de cet atelier pour la réussite totale du projet. Notons que le projet se fixe comme objectif de créer plus de 700 emplois à Kinshasa dans les jours à venir. Les membres de l'ACE effectueront dans les prochains jours une descente sur terrain pour les dernières évaluations de ces sites de Kinshasa pêcheurs.